Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire autour de Windows 11, de l'IA, de la modernisation du parc IT avec Intel et Dell. On va l'aborder de manière assez spéciale. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des webinaires avec des parties en bloc. On va innover aujourd'hui, c'est tout nouveau. On va essayer d'aborder ça sous l'angle de questions que vous vous posez. Bien sûr, bon, voilà, il y a des questions qui ne sont pas abordées, je pense qu'on a fait le tour, mais n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions dans GoToWebinar. On essaiera d'y répondre à la fin, il y a un espace de Q&A. Si vous ne voyez pas la présentation, si vous ne nous entendez pas très bien, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans l'onglet questions. Ça nous permettra de réajuster peut-être un micro ou une caméra ou un partage. Donc ça, c'est sur le timing. Donc aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des experts, donc côté Microsoft, côté Dell, côté Intel et côté Bechley. Donc Jean-Marc chez Microsoft, Christelle chez Dell et Jérôme côté Intel et enfin Laurent côté Bechley Direct France. Donc aujourd'hui, on va aborder pas mal de sujets sous forme de questions. On va parler de l'état du marché de l'IA en France. On va parler de migration, pourquoi on devrait migrer par exemple. Quelles fonctionnalités concrètes sont présentes dans Windows 11 et qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement. On va essayer de savoir aussi si votre parc il est compatible. Donc dans tout le long du webinaire, il y aura des questions sondage, il y en aura 4. L'idée c'est qu'on puisse échanger sur ces questions-là. Donc ça va apparaître à l'écran. Vous pourrez y répondre une petite minute et puis on partagera les résultats avec tout le monde avec vos pairs. On parlera aussi des NPU. Bon, je pense que ça fait un petit moment que vous en entendez parler. On essaiera de resynthétiser un peu toutes les informations que vous avez peut-être déjà eues en vous parlant voilà, des avantages et surtout des avantages des NPU Intel. On reparlera des PC AI Ready et des PC traditionnels parce que c'est vrai qu'on confond souvent. Même au niveau des PC R&D, bah voilà, pareil, il y a différents types de gammes, différents types de produits, et c'est bien de pouvoir comprendre ça. On va aborder aussi des cas concrets, parce que l'idée c'est que vous puissiez un peu vous imager un peu ce qu'on peut faire avec des ordinateurs assez puissants et des softs qui tournent bien avec de l'IA. On parlera forcément éthique des données, gouvernance, sécurité des données, parce que c'est un enjeu, je pense, pour toutes vos entreprises. Et on vous parlera des services qui sont associés chez nous. On parlera des modèles compatibles, forcément, Dell. On parlera d'accompagnement et surtout, voilà, what next. Et enfin, important aussi, c'est l'IA et l'environnement. On parle d'éco-conception, de consommation d'énergie, de durée de vie. L'idée, c'est que ça soit vivant. Donc, tous nos intervenants qui sont ici, Christelle, Laurent, Jean-Marc, Jérôme, en fait, sur chaque question, ils vont pouvoir donner leur avis. Salut Christelle. Allez, Bon, c'est parti. La première question va tourner autour de l'état du marché de l'IA en France, dans le monde. Donc pour ça, on a une slide et je vais vous laisser la commenter. Peut-être d'abord Jérôme, peut-être. Ouais, alors effectivement, c'est des données qui sont publiques, hein, qui sont issues des prévisions IDC. Donc on voit bien qu'en 2025, enfin, si on regarde le tableau sur la partie gauche, on voit les différents investissements qui sont faits aujourd'hui par les différents segments de marché, hein, que ce soit la banque, l'éducation, la santé, etc. Enfin, tous les segments de marché sont représentés. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les prévisions sur les 2 ans à venir sont assez énormes. L'une des plus imposantes, c'est au niveau du secteur bancaire, où on estime qu'ils vont investir 70% de plus que ce qu'ils investissent aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Et on constate, hein, que tous les secteurs d'activité vont connaître une hausse des dépenses dans ce secteur-là, que ce soit sur la partie PC, la partie data center, la partie logicielle, ça englobe un peu tout l'écosystème de l'IA. ce qu'on voit, c'est tout l'investissement qu'il y a autour de l'IA, mais même si jamais on peut aller plus loin, IDC prévoit que 98% des PC qui vont être achetés d'ici 2028 seront IA compatibles, IA PC. Ok, c'est intéressant. Et du point de vue Microsoft, est-ce que voilà, vous avez des données aussi marché peut-être à partager? Alors moi j'en ai pas, hélas, mais effectivement je rejoins Christelle et Jérôme sur le fait que ça va s'accélérer et qu'il faudra avoir aussi des PC équipés de ces fameux NPU pour profiter de cette accélération de la technologie IA. Ok, top. Bon, on va passer sur la question 2. Pourquoi on devrait migrer à Windows 10, de Windows 10 vers Windows 11 maintenant? Ça, c'est une question qu'on doit te poser tout le temps, Jean-Marc, je pense. Mais C'est des questions qui c'est reviennent vrai. assez souvent pour le coup. Pourquoi et pourquoi maintenant?
et combien de temps j'ai, est-ce que je peux resquiller un petit peu, et ça revient tout le temps. Ouais, bah Mais c'est avant, une vrai que petite là on question est. peut-être. On va se faire une Mm. petite question avant, si je te propose, Jean-Marc. Oui, avec- Comme ça, tu vas pouvoir rebondir dessus. L'idée, c'est de savoir un peu quelles sont vos principales préoccupations concernant la migration vers Windows 11. Justement, on a dit que, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont eu l'information forcément. Ça fait peut-être plus d'un an que l'information elle est répétée en boucle. Même nous, on fait beaucoup de webinaires pour le rappeler. Mais ce serait intéressant de savoir un petit peu, vous, ce qui vous touche vraiment sur cette migration. Je vais lancer un sondage, ça va apparaître à l'écran. Hop, vous avez un petit pop-up qui apparaît. Euh, Est-ce que vous, c'est plutôt la compatibilité des applications? Est-ce que c'est plutôt la courbe d'apprentissage et d'adaptation qui vous fait peur? Est-ce que c'est plutôt la sécurité et la confidentialité des données? Ou alors la performance et la stabilité? Est-ce que c'est plutôt le coût potentiel du matériel ou des licences? Voilà, et vous pouvez voter plusieurs items, hein. On va vous partager les résultats, hein. J'espère que vous êtes rapide, là on est à peu près déjà à 40% de votants, à de la moitié, c'est bien. On va laisser encore quelques secondes. Ouais, je vois que c'est intéressant. Mm. Compatibilité, beaucoup. Ouais, Le je vois coût, que toujours il y a forcément. L'enjeu une, principal. Ouais, une inquiétude sur la compatibilité des applications. Mm. ouais. Alors, on va partager les résultats peut-être pour que tout le monde voit. Allez, 75% de votants, c'est super. Allez, on partage les résultats. Donc là, vous devez voir les résultats. 58% la compatibilité. Donc c'est Mm. le plus gros point d'inquiétude autour de Mm. ça. Intéressant. 44% sur le coût et 38% sur la performance. Ok, c'est intéressant. Mm. C'est ce que tu vois, toi, Jean-Marc, globalement, dans la discussion que tu as avec tes clients Alors, prospects, avec tes ou- partenaires? oui, c'est vrai, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que dès la sortie de Windows 11, il y avait toujours un risque, une peur sur la compatibilité des applications, alors que pourtant, on a fait le nécessaire, on a même une équipe dédiée par rapport à ça, on pourra y revenir plus en détail après, mais, euh, mais on a beaucoup prêché là-dessus pour expliquer que c'était une migration très très simple, qu'il fallait voir ça plutôt comme une grosse mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Et pourtant, il y a toujours des a priori sur justement la compatibilité des applications. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parfois. Là, pour le coup, le passage de Windows 10 à Windows 11, c'est pas du tout un souci. Donc je vous rassure, le passage vers ce nouveau système d'exploitation va se faire en douceur, mais c'est important de le saisir maintenant, le sujet, parce que, comme vous le voyez sur la slide, la fin de support de Windows 10, ça arrive le 14 octobre 2025, donc c'est très très proche. Et il faut prendre le temps quand même pour se poser les bonnes questions, bien analyser son parc aussi. Et tout ça pour être bien protégé. Parce que forcément, bon, je le rappelle quand même, mais passé le 14 octobre 2025, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité sur Windows 10. Et on sait qu'aujourd'hui, une cyberattaque, ça peut coûter très très cher. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas 36 000 cas de figure. En fait, on évalue son parc. Déjà pour savoir les machines qui peuvent migrer gratuitement de Windows 10 à Windows 11. Quand on peut le faire, bah on le fait, hein, on s'en prive pas. Mais après, il y a deux possibilités. Soit on achète de l'ESU pour rester sur Windows 10, pour avoir des mises à jour de sécurité étendues pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors c'est bien parce que ça fait un petit filet de sécurité, mais du point de vue de Microsoft, c'est pas la meilleure solution parce que ça coûte quand même assez cher au bout d'un moment. Vous voyez les tarifs Et, affichés là sur la et, slide. et les SKU sont sortis, SU, ou ça sort plutôt plus tard, là? Bah là, ça devrait Ah, pas tarder à sortir. Si c'est pas encore sorti là, c'est une question de semaines. Mais voilà, comme vous le voyez, le tarif augmente d'année en année. Donc ça, c'est par poste, hein, 60 € par poste pour mm. la première année, puis 120, puis 240. Et donc, ben nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est si les machines sont pas éligibles au passage Windows 10, Windows 11, c'est d'acheter directement des PC en Windows 11 et de se poser la question quel type de PC, hein, Copilot plus PC, PCI Ready. Est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui d'acheter des machines qui n'ont pas de NPU? C'est risqué quand même au vu de l'accélération de l'IA.
pas forcément la meilleure solution, mais voilà, il faut se poser les questions. Et puis, idéalement, profiter des améliorations technologiques côté Dell, côté Intel, pour profiter de nouvelles machines et un petit peu reléguer au passé les PC qui ont 5 ans ou plus, quoi. Ouais, effectivement, merci Jean-Marc. C'est vrai que côté Intel, en tout cas, on a fait beaucoup d'efforts sur l'amélioration des processeurs, l'intégration de ce fameux NPU qui permet de gérer des tâches d'intelligence artificielle directement sur la machine, en AI-ready ou en copilote PC, en faisant tourner beaucoup plus de choses en local sur la machine, donc pour améliorer la sécurité et principalement pour améliorer la durée de vie des batteries. On va avoir des batteries beaucoup plus avec des durées de vie beaucoup plus longues. On va avoir des performances beaucoup plus importantes avec des technologies de nouvelle génération, que ce soit sur la partie Wi-Fi, mais également sur le Bluetooth, qui vont permettre de faire durer. Parce qu'aujourd'hui, les PC, quand on les achète, c'est pour qu'ils durent au moins 4, 5, 6, 7 ans. Ça dépend des entreprises, mais aujourd'hui, on a des espérances de durée de vie beaucoup plus longues des PC. Si on part sur une machine AI ready qui sera capable de faire tourner les tâches d'IA d'aujourd'hui, mais également de demain, on a vu tout à l'heure que les investissements allaient s'accélérer. L'idée d'avoir un PC AI ready, c'est quand même un gage de garantie sur une durée de vie plus longue de la machine. Ouais, l'idée, c'est de prendre le bon virage, quoi. Et on va passer à la question 3, sauf si vous avez peut-être un petit dernier mot pour cette question. Non, c'est bon. Super. J'ai vu des questions hein, déjà dans le chat. Oui, la présentation, vous l'aurez, vous aurez le replay aussi. Vous avez un petit bouton pour zoomer si c'est trop petit pour certains. Donc voilà. Question 3, quelles sont les nouvelles fonctionnalités concrètes de Windows 11 qui apportent vraiment de la valeur à l'entreprise? Et ça, je pense que Jean-Marc va pouvoir en discuter aussi. Tout le monde peut en discuter. Oui. Parce qu'en fait, Windows 11, même s'il est assez proche de Windows 10, il embarque de nombreuses améliorations. Déjà au niveau de la sécurité, hein, puisqu'on a vu un essor de la cybercriminalité avec le Covid. Donc c'était important pour nous de fournir un système d'exploitation qui offre une protection à tous les niveaux où qu'on travaille, que ce soit en entreprise, chez soi, en déplacement, pour protéger aussi bien les données, les identités, les applications. Et d'un côté, donner aux équipes informatiques les leviers pour gérer cette sécurité, gérer l'expérience côté salarié, hein, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, bloquer certaines applications si besoin. Et puis côté salarié, offrir une sécurité efficace, mais pas trop lourde en fait, pour pas que ça impacte la productivité. L'idée, c'est d'être bien productif et bien protégé en même temps. Et justement, comme on parle de productivité, les deux autres piliers qui suivent, compatibilité et choix et personnalisation, ça marche un petit peu ensemble pour parler en fait de cet environnement de travail que le salarié va pouvoir construire pour avoir quelque chose d'adapté à ses besoins et ses préférences. Donc côté compatibilité, déjà il faut noter que la compatibilité des applications sur le passage Windows 10, Windows 11, ce que j'évoquais un petit peu plus tôt, elle est très très forte. On est à 99,7% de compatibilité. C'est pour ça que la migration, elle est vraiment sereine. Les Sans salariés vont douleur, quoi. pouvoir retrouver les outils qu'ils utilisent déjà aujourd'hui sans aucun problème. Et puis, on peut aussi facilement rajouter tout un tas de périphériques à son PC Windows 11, que ce soit un écran, une caméra, une tablette graphique. On va pouvoir vraiment se construire son écosystème. On peut même synchroniser son smartphone, que ce soit un Android, un Apple, directement sur son PC pour passer des coups de fil, récupérer des images, interagir avec des applications. Donc ça, c'est super pratique. On peut même rajouter certains périphériques très particuliers, notamment des lecteurs braille, pour faciliter l'accessibilité aux personnes qui sont en situation de handicap. Et ça rejoint le côté accessibilité et construire son environnement de travail avec ses raccourcis, ses options pour améliorer la reconnaissance tactile, la reconnaissance vocale, pour avoir des fils chromatiques pour les daltoniens, par exemple, pouvoir contrôler même son PC entièrement avec la voix. Et ça encore, je le précise et j'insiste dessus, c'est pas Windows 11 tout seul qui va permettre de faire tout ça dans les meilleures conditions. Il faut avoir aussi le matériel pour suivre ces améliorations. Parce que si on a des améliorations sur la reconnaissance tactile et vocale dans Windows 11, si on n'a pas le matériel qui suit, c'est un petit peu dommage, on va pas vraiment en profiter.
C'est un peu Et ça, c'est un peu l'idée aussi qu'il y a beaucoup de, comment dire, de sous-apps qui tournent en fait sur Windows 11 et qui ont besoin de, enfin, qui sont, voilà, qui peuvent être gourmands forcément pour des tâches IA, notamment, on voit outils de capture d'écran avec des extractions de texte depuis l'image, du shootage intelligent, voilà, des choses comme ça qui tournent en fait sur le PC où on a besoin d'avoir, En forcément un PC local, qui est plus oui. puissant, exactement en exactement, local, exactement. On parle pas de M365 copilote qui marche c'est pas en ça. local. Et c'est vraiment faire la différence. Je pense qu'on en reparlera tout Mm. à l'heure parce que c'est important de bien le marteler. Et il nous reste peut-être quelques secondes encore pour peut-être conclure sur cette question. Parce que oui, effectivement, Windows 11, il est régulièrement mis à jour pour améliorer l'expérience côté utilisateur. Et ce qu'on fait, bien sûr, sans mystère, aujourd'hui, on rajoute des fonctionnalités d'IA. Comme par exemple, dans l'application photo, maintenant, on a l'équivalent de la gomme magique qu'on a sur smartphone pour effacer certains éléments d'une photo. Ou alors, on a l'outil capture d'écran qui permet d'extraire du texte directement depuis une image sans avoir à le retaper à la main. Et puis le dernier exemple, c'est Clipchamp, qui est un outil de montage vidéo qu'on a rajouté dans Windows 11, ça doit faire 1 an et demi maintenant. Et on l'a alimenté aussi avec de l'IA pour faciliter tout ce qui est montage, insertion de texte, synchronisation avec une voix justement alimentée par l'IA. Donc ça, c'est super pratique. Et Yes. là encore, c'est en plein dans cette mouvance actuelle de l'IA. Et ça, n'hésitez pas à contacter Laurent, du coup, qui est notre expert Oui. Windows 11. Vous pourrez parler de cas d'usage, vous pourrez parler de migration. Et c'est vrai que vous aurez quand même pas mal de cas d'usage, je pense, en fonction de vos départements, qui peuvent utiliser certains outils pour les aider à être plus productifs. Et je voulais juste rajouter aussi que Windows 11, enfin sous Windows 11, il y aura de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure. C'est pas fini du tout. C'est en plein développement. Dès qu'il y aura des nouveautés, ils les mettront en place. Donc c'est vraiment rester aussi à jour vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées tous les jours, hein. Voilà. Super. Allez, on va passer à la prochaine question. Comment savoir si mon parc actuel est compatible avec Windows 11? Bon, bah, Alors, il y a c'est plutôt plusieurs simple. étapes de ce que je comprends. Il y a Les deux, étapes. il y a deux choses. Soit vous pouvez le faire sur chaque poste en téléchargeant PC Health Check et en le faisant, en regardant directement la configuration matérielle de votre ordinateur. Donc ça, c'est sur chaque poste individuellement. Ou vous pouvez utiliser un outil de MDM, de gestion de parc, comme Intune par exemple, et pouvoir voir d'un clin d'œil, tu peux passer la slide, d'un clin d'œil en fait l'état de votre parc en totalité. Donc ça c'est vraiment ça se fait en quelques clics et ça vous permet d'avoir une vue globale de votre parc et de voir quelles sont les machines qui ont les prérequis techniques qui sont OK ou ceux à qui il manquerait certaines choses. Par exemple, si la puce TPM 2.0 n'est pas activée, il faut juste l'activer pour pouvoir faire la migration. Et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, faut vous dire que 99,7% des applications sont compatibles sur Windows 11, hein. Là, le but, c'est plutôt de les préparer, de le faire maintenant. Il reste 4 mois, un peu moins de 4 mois. Vaut mieux s'assurer maintenant que vos applications sont compatibles plutôt que d'attendre septembre ou octobre. Ça sera peut-être un peu tard s'il y a une coquille, s'il y a une application qui doit être mise à jour ou développée pour être compatible. Et ça, on en parlera après, mais on peut vous aider Après, dessus, c'est hein. ça. Oui, oui, Mm. on fait un On en peu, parle un peu plus loin, mais petit teasing, c'est ça? c'est Vous ça. n'êtes pas seul. Vous pouvez le Mais faire bien sûr, on vous-même vous ou aide. vous pouvez le faire accompagner. C'est un grand jeu et on a mis des ressources chez Bechley pour vous accompagner. Voilà. Mais je vous en parlerai en détail après. Ouais, je vois des questions, c'est bien, continuez de les poser, hein. Alors, on va essayer d'y répondre à la fin. Je vois Damien, Jean-Jacques qui posent des questions, c'est super. Allez, on va avancer parce que le temps tourne, mais on est bien. Alors, question 5, qu'est-ce qu'un NPU? Donc, on va essayer de rappeler un peu ce que c'est. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. On va essayer d'être très très synthétique, mais de vous apporter peut-être de nouvelles informations, notamment avec Jérôme. C'est ta partie, ça. Ça c'est ma partie, oui. Donc le NPU, qui veut dire Neural Processing Unit, c'est un processeur en fait constitué d'un réseau de neurones. Enfin, c'est l'équivalent d'un réseau de neurones qui va fonctionner un peu comme un réseau de neurones justement. Donc on va retrouver en fait sur le socle, quand on achète un PC avec un processeur embarqué au niveau du package, c'est comme ça qu'on appelle l'ensemble de plusieurs tuiles de silicone qui ont été assemblées les unes aux autres. Donc on retrouve le CPU traditionnel qui fait les calculs basiques.
on retrouve la partie GPU. On a sur tous nos processeurs aujourd'hui PC une partie graphique qui est embarquée. Et maintenant, donc, ce fameux NPU qui va permettre de gérer une partie des tâches d'IA. Et on va le voir sur le slide d'après, où on voit que... ah oui, il y a des... tu peux cliquer 3 fois, je pense. Ouais, voilà, merci. Donc on voit que au niveau des tâches d'IA, on ne va pas tout faire sur le NPU en fait, hein. Dès qu'on a besoin d'avoir des tâches génériques, des calculs standards, ça va être le CPU qui va les gérer. Si l'IA nécessite une partie graphique, donc une création de photos, de vidéos, c'est évidemment le GPU là, qui va prendre le relais. Euh, et pour tous les calculs d'IA dédiés spécifiques, comme le détourage sur Teams par exemple, la réduction de bruit au niveau des micros, ou plein d'autres tâches, c'est le NPU qui va gérer. Et en fait, on le voit sur la partie d'à côté, sur la partie intelligence artificielle, hein, effectivement, le CPU n'est pas fait pour ça, et en plus, il consomme de l'énergie. Le GPU, il est très efficace pour les tâches d'IA, par contre, il est très consommateur en énergie. Et l'avantage du NPU, c'est qu'il a été optimisé pour les tâches d'IA, et surtout, il consomme très très peu d'énergie. Et c'est grâce à cette combinaison en fait et l'apparition de ce fameux NPU qu'on va être capable de réduire la consommation électrique d'une machine et donc d'allonger la durée de vie des batteries. Les avantages, en un coup d'œil, on vous a fait un petit résumé. C'est vrai que l'avantage du NPU à 40 TOPS, c'est de pouvoir embarquer un SLM pour faire de l'IA en local. Et ça ouvre pas mal d'opportunités, pas mal d'avantages. Déjà de pouvoir faire donc de l'IA en étant totalement déconnecté. Donc pour les populations nomades qui n'ont pas toujours Internet, c'est très pratique. Le fait aussi de moins solliciter les data centers, ça réduit les coûts. C'est bien aussi pour l'environnement, parce qu'un data center, c'est très énergivore, ça consomme aussi beaucoup d'eau. Donc moins on les sollicite, mieux c'est. Et puis le fait de traiter de l'IA en local, c'est aussi mieux pour la confidentialité et la sécurité des données, puisque tout reste en local. On ne va pas envoyer ça dans un data center pour être géré, on ne sait pas trop comment, que vont devenir les données, tout ça. Là au moins on sait ce que ça devient. Et puis en plus, l'avantage aussi, c'est que cette IA embarquée, elle va pouvoir interroger d'autres éléments qui sont sur le PC pour affiner sa réponse et avoir quelque chose de plus précis, donc, et de plus rapide aussi, forcément. Voilà, une petite vidéo, hein. Il nous reste quelques secondes. Allez, je vais la lancer et tu vas pouvoir la commenter. Est-ce que ça commence? Yes, on la voit. Ouais, c'est parti. Parce que ça, ce qui est intéressant, c'est en fait, on a fait tourner une application de reconnaissance faciale sur un NPU, un GPU et un CPU pour voir comment ça se comportait. On voit que le NPU traite beaucoup plus rapidement cette requête et qu'en plus, ça ne nécessite pas autant d'énergie que côté GPU et CPU qui sont déjà en train d'activer les ventilateurs parce que ça chauffe énormément. Donc en termes de performance et aussi de qualité de consommation énergétique, le NPU est largement devant pour cette tâche de reconnaissance d'image qui nécessite de l'IA justement. C'est très visuel au moins. Là, voilà, hop, le NPU, il a fini son truc alors que les autres, ils étaient même pas à la moitié. C'est ça, ouais, c'est efficace. Et ça nous permet de rebondir sur la prochaine question. Qu'est-ce qu'un PC AI ready et en quoi il est différent d'un PC traditionnel? Et là, on va parler un peu de PC Dell avec Christelle. Oui, écoute, là, on vient d'en parler juste avant, la différence entre un PC traditionnel et ce qu'on appelle un AI PC, c'est le NPU, justement. Les PC traditionnels, ils n'ont pas de NPU, et un AI PC, lui, il a un NPU. Et donc, comme l'ont expliqué nos camarades ici présents, les AI PC peuvent travailler sur le NPU avec les tâches d'IA en fond, et suivant la capacité du NPU, pouvoir travailler même de l'IA en local de manière active. Nous, ce qu'on se dit aussi, c'est que on a les AI PC qui sont de plus en plus adoptés par nos clients parce qu'ils ont conscience effectivement que on le consomme de manière des fois passive, sans forcément s'en rendre compte, et que du coup il faut déjà se préparer à utiliser cette variable-là, puisque comme on vient d'en faire la démonstration, si jamais on n'a pas un AI PC et qu'on doit faire tourner des tâches d'IA, ça tourne sur le CPU ou le GPU, et du coup c'est plus énergivore, la machine risque de ramer, et accessoirement la batterie va être pénalisée, donc moins d'autonomie aussi.
Sur la slide suivante, tu verras un petit peu justement les différents modèles qui peuvent exister. Donc, on va avoir des PC traditionnels et des PC IA sur l'intégralité de la gamme. Donc les PC équipés d'IA, donc on va retrouver des NPU qui se mesurent en TOPS, c'est des trillions d'opérations par seconde, et les TOPS vont être de l'ordre de, on va dire, 11 à 15 TOPS sur les PC IA traditionnels, et ensuite on va distinguer ce qu'on appelle les copilotes plus PC, qui eux ont des TOPS qui sont supérieurs à 40 tops pour avoir cette certification-là. Et il faut bien distinguer justement les différents namings de mes camarades de chez Microsoft. C'est que Copilot plus PC, c'est une certification par rapport au nombre de tops du NPU, mais ça n'a rien à voir avec la licence Copilot, dont on parlera certainement un peu plus tard. Il faut bien distinguer les deux choix. Le fait d'avoir un Copilot plus PC, c'est donc 40 tops, c'est donc une économie aussi d'énergie au niveau de la machine, c'est la possibilité en local de pouvoir traiter les tâches d'IA, et Intel a effectivement un line-up bien équipé encore eu, et notamment sur la catégorie Lunar Lake, sur lequel on a des machines qui sont ultra performantes et qui permettent d'avoir une autonomie extrêmement record, puisqu'on parle d'une autonomie qui est supérieure de 40% par rapport à ce qu'on a pu connaître par ailleurs. Et sur la partie droite, on parlait des tops. Les tops, comme on vient de l'expliquer juste avant, ne se retrouvent pas uniquement sur le NPU, mais aussi sur le GPU. Donc là, on va parler plutôt de création et d'utilisation de l'IA en local. Et donc à ce titre-là, si jamais on a besoin de travailler sur des SLM ou des LLM de manière déconnectée, comme l'expliquaient tout à l'heure nos collègues, on a la possibilité d'avoir des stations de travail dans lesquelles on va coupler le processeur avec une partie graphique sur lequel on retrouvera des tops dans le GPU ce coup-ci, donc rien à voir avec les certifications dont on a parlé précédemment. J'espère que c'est Ouais, clair. c'est ça. Et quand tu parles de PC haute performance avec IA, moi je sais que j'utilise du coup parce que je fais de la vidéo sur Premiere Pro et ça commence à embarquer de plus en plus d'IA, ou même je fais un peu de 3D et je sais que ça de plus en plus gourmand. Mon PC d'ailleurs, je vais devoir le changer. Petit appel du Clairement. pied, Christelle. Et voilà. Donc, mais c'est très clair en tout cas. C'est très très clair et on va passer sur une petite question justement et on va vous demander un peu quels sont pour vous les freins à l'achat de ce type de PC, Copilot plus PC. Et pareil, on va vous partager les résultats parce que je pense que c'est bien de savoir un petit peu ce que vous en pensez et voilà, ce qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est le coût qui est trop élevé? Est-ce que c'est un manque d'informations sur les bénéfices? Voilà, c'est pas clair pour vous encore. Est-ce que c'est la crainte pour la confidentialité des données? Vous dites, ouais, il y a de l'IA, mais les données partent. Est-ce que c'est plutôt une absence de compatibilité avec les logiciels actuels? Est-ce que vous ressentez pas le besoin d'un PC d'un tel PC parce que ça correspond pas à vos usages? Et je pense que ça, ouais, c'est super intéressant à avoir comme info. 38%, 50%, vous êtes rapide aujourd'hui, hein. Là, c'est 11h28, il y a déjà 50% de personnes qui ont répondu. C'est intéressant. Alors, il y a le coût, il y a le manque d'information aussi, beaucoup, qui remonte, 45% sur le manque d'information. Mm. Alors, on voit que ouais, il y a Et beaucoup les d'infos besoins. quand même à vous transmettre, ouais. La crainte à la confidentialité, 30% quand même aussi. Ouais, on me laisse encore quelques secondes et après, je pense on va partager les résultats, ce qui sont intéressants. Allez, je partage les résultats. Alors, le premier poste, le coût, forcément, c'est plus cher. Après, ça peut se comprendre vu ce que ça embarque. 48%, un manque d'information. Ouais, ça, il vous manque encore l'info sur les bénéfices, peut-être les cas d'usage. Les cas d'usage, oui. On travaille beaucoup autour de ça, en fait, des cas d'usage concrets pour vos équipes, parce que vous, Mm. d'accord, je prends des copilotes plus PC, mais mes équipes, elles s'en servent comment, en fait? On en parlera Oui, après. Bah, l'idée, c'est de se faire accompagner dessus. Parce que c'est sûr, acheter des PC exactement. super performants pour rien faire, pas d'utilité. La confidentialité, ouais, besoin de rassurer aussi. Pareil, là, on pourra vous rassurer dessus et 33% qui ressentent pas encore le besoin. On verra si dans quelques années, vous ressentez pas le besoin. Ça dépendra de vos usages. Allez, je ferme le sondage et j'avance parce que c'est vrai que ça défile, ça défile. Allez, et je vois les questions, hein, je les vois dans le chat, hein, continuez, continuez, et on y répondra à la fin. Et si on peut pas y répondre à toutes, on reviendra vers vous forcément. Quels sont les cas d'usage concrets? Voilà, on parle de cas d'usage, parfait, d'intelligence artificielle sur un poste utilisateur aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop, j'affiche tout direct. Alors, qui veut Eh commencer? ben, si je peux me permettre, du coup, Allez, ça c'est répond parti. d'ailleurs au sondage qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire que les gens, ils Super. voient pas forcément l'intérêt.
Ils voient pas forcément les cas d'usage. Bah, là, ici, ce que j'ai voulu vous partager, c'est le fait que même sans vous en rendre compte, il y a déjà des applications, ce qu'on appelle des ISV, qui utilisent le NPU et qui capitalisent dessus. Ça veut dire que concrètement, quand vous utilisez principalement les outils de collaboration, c'est le NPU qui est censé décharger le CPU de ses tâches. Et donc, si vous n'avez pas un PC au minimum IA ready et donc Copilot plus PC, quelque part, vous allez ankyloser l'utilisation du CPU et du coup l'autonomie de la machine. Ça, c'est le premier point. Vous avez ici un certain nombre d'applications que vous connaissez, hein, je pense à Cyberlink, CrowdStrike, évidemment Zoom, et ça marche aussi avec Teams sur ces applications-là. Le fait est de se dire que chacune de ces applications peut consommer un certain nombre de TOPS. Si jamais on en a 5-7 par application, par exemple, et qu'on en utilise plusieurs, on va rapidement dépasser les 15 TOPS des simples PCI ready. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est en fait capitaliser dès aujourd'hui sur un Copilot plus PC, c'est d'être certain que tous les développements de tous les softwares qui s'appuient sur le NPU, et aujourd'hui ils sont très vastes, vont pouvoir tourner de manière totalement fluide et que vous ne vous achèterez aucune dette technologique par rapport au développement extrêmement rapide qui se fait dès cette année sur le développement des applications sur le NPU. Voilà le principal usage. Donc oui, une machine Copilot plus PC coûte plus cher, mais finalement c'est un investissement qui sera beaucoup plus durable, là où une machine traditionnelle non équipée de NPU ne pourra pas suivre, on va dire, en termes de performance et d'autonomie dans le temps sur, on va dire, les 2-3 prochaines années, puisque ça s'accélère très fort. Voilà déjà pour le cas Et d'usage. c'est intéressant ce que tu dis. Et là, bien sûr, on le dit, il n'y a pas tous les cas d'usage parce que je vois dans le chat, est-ce que vous avez des cas d'usage pour des équipes DevOps, par exemple? On pourrait vous en sortir, il n'y a pas de souci pour tous vos Ah oui. secteurs d'activité. N'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai un lien pour prendre rendez-vous avec Oui. Laurent. Comme ça, vous pourrez en discuter avec lui plus précisément. Mais oui, là, il n'y a pas tous les cas d'usage et c'est bien justement de pouvoir en discuter pour que ça soit très concret, même pour si vous devez parler à votre direction justement ou vos directions achats ou autres, puis avoir comment dire, un plan concret d'admigration, mais surtout en fait d'investissement. On n'investit pas dans des copilotes PC pour rien en fait. Et ça, on Mm. en est conscient. D'ailleurs, on va switcher sur la prochaine parce qu'on a encore des cas d'usage, mais ça c'est plutôt ta partie, Jérôme, et peut-être tu vas un petit peu plus deep sur Ouais, les cas c'est d'usage. juste pour donner un exemple hein, d'un peu plus de cas d'usage. Ils sont pas tous là, mais que ce soit dans la vidéosurveillance, sur le premier là, pour détecter les présences ou pour compter le nombre de personnes dans un lieu, c'est notamment une IA qui a été utilisée pendant les JO pour checker un peu le nombre de personnes qui étaient sur les différents lieux. Mais que ce soit, on en a parlé pour le shootage d'arrière-plan, la réduction du bruit, générer des résumés automatiquement à la reconnaissance vocale, génération de code tout en bas à gauche, on le voit effectivement sur la partie DevOps, on peut aider les développeurs dans la génération de code, créer du texte, créer de l'image, faire du débugage, améliorer une photo, faire de l'identification faciale, mise à l'échelle d'une image. Enfin voilà, il y a énormément de choses, il y a énormément d'applications aujourd'hui. Tous les éditeurs de logiciels, comme le disait Christelle tout à l'heure, se mettent à l'IA, développent leur soft et améliorent leur soft en utilisant les NPU. Donc demain, enfin déjà dès aujourd'hui, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui, Ouais. mais demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y aura plus que ça. Tous les logiciels utiliseront de l'IA. Et donc si on n'a pas un PC AI ready, effectivement, comme le dit Christelle aussi, les PC vont faire tourner, c'est le CPU en fait qui va tourner pour gérer ces tâches d'IA. Il va saturer, il va chauffer, le ventilo va se mettre en route à faire du bruit. Enfin voilà, je suis pas sûr que la durée de vie du PC puisse être de Ouais. 7 ans comme on l'espère aujourd'hui. Super, merci pour ces infos et on va peut-être prendre 15 secondes pour la partie plutôt Microsoft, parce que là c'est vrai que c'est des cas concrets pour Microsoft. Oui, c'est vrai. Mais juste avant ça, je veux faire une petite parenthèse justement sur le Mhm. Copilot plus PC. L'avantage aussi, c'est que ça ouvre pas mal d'opportunités dans le sens où Microsoft propose des plateformes pour que les entreprises développent leurs propres solutions d'IA, leurs propres chatbots. Je pense à AI Foundry et Copilot Runtime. Comme ça permet de développer sa propre solution, de le déployer sur ses Copilot plus PC. Et comme ça, les salariés ont un vrai assistant personnel qui répond à leurs besoins spécifiques. Et bon, ça, c'est D'ailleurs, je pour le rebondis coup, sur ce c'est que tu dis, Jean-Marc, encore une fois, Mm. mais il y a d'autres webinaires qui vont arriver avec Microsoft un peu plus tard dans l'année, avec notamment autour de la sécurité de la donnée, de la gouvernance, autour des agents IA, etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mm.
Mais là, cet exemple-là que je voulais vous partager, c'est plutôt Copilot dans Microsoft 365 et comment ça peut aider une équipe RH à accélérer les processus de recrutement. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, demander à Copilot de créer la fiche de poste. On peut aussi demander à Copilot d'explorer le vivier de CV déjà à disposition au sein de l'entreprise pour découvrir les profils les plus adaptés à la demande. On peut faire des comptes rendus de réunions dans Teams pour pouvoir synthétiser les échanges avec les différents candidats. Parce qu'aujourd'hui, les processus de recrutement, on voit beaucoup de personnes. Hein, donc, ça permet de facilement partager l'information, de synthétiser aussi les échanges avec les différents candidats et pourquoi pas aussi Copilot dans PowerPoint pour créer des supports d'intégration et comme ça faciliter l'onboarding des candidats. Super, bah là je crois que c'est assez complet. On va tout de suite sur la question 8. On va parler gouvernance, éthique et des données, sécurisation des données, parce que je sais que ça revient, j'ai vu ça un peu dans le chat là. Et on va avancer tout de suite avec toi, Jérôme. Ouais, c'est un problème hyper important. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, parce que passer sur l'IA, why not, mais après, comment gérer un tel projet? Parce que oui, c'est un vrai projet de passer sur une flotte de PC IA. Il faut, comme on le voit, hein, définir des objectifs clairs, euh, avoir l'adhésion des participants. Donc, il faut en parler en interne, il faut partager les informations, il faut expliquer pourquoi l'IA est importante aujourd'hui aux différents employés. L'intégration dans les systèmes d'information, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est hyper important, on en parle depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi former les utilisateurs, et il y avait des questions aussi là-dessus, Ouais. où les gens s'estiment pas suffisamment formés sur les sujets, et c'est vrai, on le voit un peu partout chez tous nos clients. Lancer des tests ou des POC qu'on a pu lancer chez certains clients sans former les gens, les retours c'était que ça sert à rien et que les gains sont ridicules. Alors que si on fait le même POC après avoir formé les utilisateurs, évidemment les résultats sont nettement meilleurs. Et dernier point, c'est la partie gouvernance et l'éthique, qui sont des choses aussi hyper importantes parce que l'utilisation de l'IA peut amener beaucoup de choses. Et s'il n'y a pas de contrôle derrière, que ce soit par la partie légale, la partie informatique, hein, parc informatique directement, la direction doit mettre en place des choses pour gérer tout ça et pour justement contrôler ce qui va ressortir de l'IA. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez Bechley Comsoft et Bechley Direct, c'est autour de l'accompagnement d'adoption et comment dire, dès le début du projet en fait justement pour intégrer l'IA vraiment au système d'information et autour de cette gouvernance de données. Hein. Donc c'est exactement ça. C'est faut trouver les bénéfices et je pense que Laurent, bon, t'en reparlera après. Hein, On je en te parle précise après, ouais, c'est ça, encore t'es et en train encore. de... Je vais monter la mayonnaise comme on dit. Ça me permet de switcher sur la prochaine question. Sauf si peut-être Christelle ou Jean-Marc vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'est très clair. On a tout dit. Parfait. Allez, on avance. Et on va parler des modèles d'ailes qui sont compatibles. On a vu, on a vu un petit peu avec toi, Christelle, et on va aller peut-être un peu plus longuement en détail sur les modèles qui sont compatibles, notamment avec les usages IA et Windows 11. Et on va voir une petite vidéo. Faster, longer, harder. I know I'm stronger, smarter, tougher. I'm feeling strong. I can go on and on and on. Ça nous permet de switch sur les Dell Pro Laptop. Oui, exactement. On vient de voir une petite vidéo rapide de présentation. Donc, pour résumer ça et pour ceux qui n'avaient pas suivi, la gamme Dell a changé de nom cette année. L'idée, c'était de simplifier la gamme puisqu'on a entendu les utilisateurs qui nous disaient qu'ils s'y perdaient un petit peu entre les gammes Latitude, Optiplex, Précision. Désormais, on a simplifié la gamme et sur l'ensemble de la gamme, on va retrouver une proposition de valeur autour de l'IA. Donc d'un côté, on aura les Dell, donc qui sont pour des usages plutôt particuliers, début de travail et loisirs, les Dell Pro pour l'aspect professionnel, et on aura les Dell Pro Max pour la partie workstation. Et à l'intérieur de ces trois grandes familles, on aura trois déclinaisons que vous voyez ici. Donc le Dell Pro, on va appeler base pour faire simple, c'est-à-dire que dessus vous avez tout l'essentiel et déjà là vous avez des processeurs qui sont IA ready. Dans les Dell Pro Plus,
comme son nom l'indique, plus, parce qu'on peut faire le plus de choix de configuration, c'est là qu'on aura le plus de choix de form factor avec des 2 en 1 ou du clamshell traditionnel, et sur lequel on peut scaler le plus en termes d'options. Et dessus, on va retrouver aussi bien des PC IA ready, des processeurs IA ready que des processeurs Copilot Plus PC, notamment le fameux Lunar Lake d'Intel dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, la dernière gamme, les Dell Pro Premium. Donc le nom Premium, comme son nom l'indique, c'est parce qu'on a des ordinateurs portables qui sont plus fins, plus légers, qui sont en magnésium recyclé, et dans lesquels on a uniquement du Copilot Plus PC au travers des processeurs Lunar Lake de chez Intel, avec un maximum d'autonomie, je le disais tout à l'heure, 40% d'autonomie en plus, avec un processeur qui dépasse les 40 TOPS pour cette certification. Donc, il y a l'embarras du choix sur l'ensemble de la gamme, à tous les niveaux tarifaires dont on vient de parler. Donc c'est l'avantage de ces 3 grandes familles de produits. Et la bonne nouvelle, c'est que bah, on peut les essayer. Est-ce que ça vous intéresserait de tester ces PC? Eh ben, c'est un petit sondage, voilà. Est-ce que vous voulez les tester? Bien sûr, c'est gratuit. Est-ce que vous souhaitez faire un test? Allez, je vous laisse répondre. Quelques Ah, secondes. C'est vrai que c'est des belles machines quand même, hein. Et ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est ça aussi, c'est bien de pouvoir les tester en c'est ça, et direct de faire avec ses vos propres propres tests. cas d'usage aussi. Ouais. Mm. Et de voir vraiment que ce qui est promis, en fait, vous l'avez vraiment juste au niveau de la batterie. C'est incroyable, hein. Moi, j'en ai eu un en test. Ça dure vraiment toute une journée, largement sans devoir le recharger, hein. Et ça, c'est avec nos PC habituels, on n'avait plus l'habitude de ça. Je pense que ça sera vraiment intéressant pour vous de tester. De Ah, toute manière, il y en a 38. Écoute, allez, 38 courriers à envoyer, c'est parti. Colis, allez, 39 maintenant. Allez, là, un dernier. 39. Je vais couper parce que là, tu vas avoir beaucoup de travail, Laurent. Allez, 40. Allez, Je c'est coupe. rond. Bien sûr, si après ça vous intéresse, vous pouvez toujours revenir vers Laurent. On vous mettra les liens. Oui, Allez, c'est exactement ce que j'allais dire là, vu que on a la question sur l'accompagnement Béchelet. et ben voilà, la transition. Voilà. Comment tu les aides, Laurent? Qu'est-ce que tu fais Alors, pour cette comment on transition les aide? matérielle? Ouais. Parce que tout seul, hein, je fais pas ça tout seul. C'est vrai que chez Béchelet, vous serez accompagné par des chargés de clientèle qui sont expérimentés, qui connaissent bien les produits, hein. Ils sont formés sur tous ces nouveaux PC, sur les nouvelles gammes qui arrivent et sur les usages qui correspondent bien dans vos entreprises. Donc là, par rapport aux demandes de prêt, ça sera dispatché vers des chargés de clientèle, hein, chez nous, hein. Je les aiderai aussi, mais voilà, vous serez bien suivis. Tu nous racontes Ça, tes c'est coulisses carrément, Laurent. ah ouais, 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 carrément. Mais ça, c'est le côté vraiment, voilà, pratico-pratique. Derrière, on a aussi d'autres équipes qui s'occupent de. Tu peux passer, tu peux faire la prochaine. Ouais, bah Qui alors, s'occupent vraiment de vous. pour résumer, donc on a des équipes précèdes, des équipes consultants qui vous accompagnent du début jusqu'à la fin du projet avec Laurent, bah, qui est un peu le big boss de ce switch, hein, de cette migration, où on vous mettra les coordonnées. Ce qui peut être intéressant peut-être pour toi, Laurent, je pense, c'est de savoir un petit peu s'ils ont déjà évalué l'hôtel de leur parc, parce que ça, tu les accompagnes dessus. Exactement. Et ce sera la dernière question, après on vous embête plus sur des questions. Mais c'est bien pareil, on partagera avec vous pour savoir un petit peu si vos pairs ont déjà évalué ou si vous êtes en avance, en retard, voilà. Donc, je vous bascule les résultats juste après. Ça vote vite. Encore une fois, 3, 4, 10%. Il y en a déjà qui ont déjà prévu l'évolution, c'est bien. Et en octobre 2025. Déjà fait la bascule, il y en a beaucoup, si 44%. Ouais, intéressant. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si vous avez fait la bascule de tous vos matériels ou pas du tout. Vous n'avez pas encore évalué, certains d'entre vous, ok. Il y en a très peu qui pensent pas avoir besoin de migrer, donc c'est bien. C'est que bah, je pense que vous avez compris un peu la situation, c'est top. Allez, je laisse quelques secondes et après je ferme le sondage. 61%, ouais. Et bah, il y en a encore il y a 41% d'entre vous qui sont en cours de migration. C'est super intéressant. Enfin, c'est prévu en tout cas pour octobre 2025. Je partage les résultats avec vous. Hop. 39% déjà fait la bascule. Intéressant de voir si vous avez tout basculé ou si vous faites des tests. Je sais qu'on a beaucoup vu ça, de migrer une partie de son parc et puis après de faire la fin. Il y en a 10% d'entre vous qui n'ont pas encore évalué, donc on pourra vous aider si vous le souhaitez. Et 42% qui sont en cours, évolution prévue. N'hésitez pas à nous contacter pareil, hein, si vous avez besoin.
Allez, on ferme le sondage en avant. Je vois que le temps défile. Et on va, Laurence, peut-être tu peux aller un peu plus dans le détail de ton POC Windows 11. Si tu es toujours là, je vois 3 petits points. Bon, je reprends la main pendant ce temps-là, c'est pas grave. Laurent va revenir. On a en place pas mal d'offres de services, dont le POC Windows 11 qui vous permet justement de pouvoir faire le switch vers Windows 11 en toute tranquillité. Donc, on va évaluer avec vous la compatibilité des applications, forcément. Et on a vu avec avec Jean-Marc que quasiment tout qui est compatible, à peu de choses près, 99,7 de mémoire le chiffre. Oui. On va justement regarder si c'est des petits problèmes d'exécution, de mise à jour, ça pareil, comme ça on check, on verrouille bien avec vous le projet. On va optimiser les performances. Donc il y a différentes étapes du POC. On fait l'analyse préliminaire, on planifie avec vous le plan de mise à jour. Donc comme ça au moins c'est clair et c'est carré. On le met en œuvre, bien sûr, et on fait des tests des validations. Super. Forcément, Alexis, ouais, tu tu reprends maintenant, m'entends? elle est parfaite. Super, Oui, je t'entends. Ouais. désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. J'entendais là, tu parlais des POC, hein, Ouais. il me semble. Tu étais sur À 15 l'accompagnement, le secondes premier pour conclure avec les bénéfices du POC Windows 11. D'accord, Et ok, après, on va parfait. switcher sur Copilot. Oui, oui, donc il y a vraiment ce POC où en fait on va vous accompagner de A à Z, du début à la fin. Vous avez enfin, voilà, des équipes chez nous qui vont vous faire les bonnes préconisations, qui vont analyser et suivre avec vous en fait si votre parc est bien, enfin voilà, enfin votre parc est bien compatible et on va s'assurer que ben voilà, Windows 11 en entreprise chez vous, ça fonctionne. Voilà. Super. On a On vous enverra la présentation, donc n'hésitez pas à scanner les QR codes. C'est un formulaire et Laurent oui, reviendra vers vous. On va vous pouvez passer prendre à contact la avec moi suite avec plaisir. peut-être. Et je voulais parler aussi de ce POC-là. Donc vraiment, on vous accompagne aussi sur ben voilà, le sujet IA. Donc on va parler de sensibilisation à l'IA dans vos équipes, d'IA générative, de gouvernance de la donnée, de déploiement de l'IA dans votre entreprise, l'aide au changement aussi de vos équipes et bien sûr de la sécurité liée à ça. Donc en fait, c'est des ateliers qu'on vous propose et vous pouvez choisir. Donc on a aussi beaucoup d'autres choses, mais là je pense que sur l'IA, c'est vraiment l'atelier qu'il vous faut pour être complet et pour être prêt à l'utiliser et à faire usage chez vous de l'IA. Ouais, c'est une démarche d'accompagnement global copilote en fait. On prend du Mmh. début jusqu'à la fin et c'est bien en couplant avec de la migration. Je pense que vous faites le tour, notamment avec des PC copilote, enfin copilote plus PC. Au moins vous avez fait le tour et on a des équipes pré-sales Il et y a le pendant, consultants qui sont bien sûr. très très bien formés. Oui, parce que là, c'est vraiment c'est Microsoft 365 avec Copilot, hein. Donc c'est vraiment la licence en plus du matériel pour que, en fait, derrière, euh, les entreprises puissent avoir utilisé l'IA au maximum chez eux. Et bien sûr, il y a l'accompagnement aussi de Microsoft. Jean-Marc, tu veux y aller? Oui, J'ai- avec plaisir. Donc effectivement, c'est important de noter que une équipe dédiée chez Microsoft qui s'appelle Apachur, qui est là pour prendre en charge et accompagner toutes les entreprises face aux problématiques de compatibilité. On parlait un petit peu plutôt de 99,7% de compatibilité. On va plus loin que ça puisque on s'engage en fait à ce que toutes les applications qui fonctionnent aujourd'hui sur Windows 10 fonctionnent aussi bien sur Windows 11. Mm. Et pour garantir ça, on a mis en place une équipe dédiée, donc l'équipe Apachur, qui fait partie du service Fast Track, pour répondre à toutes les problématiques. Donc si jamais on a développé une application en interne qui sort de ces 99,7%, bah, on contacte Apachur, on ouvre un ticket, on peut communiquer avec eux en français. Et si on a des problématiques aussi sur des applications qui fonctionneraient pas très bien sur Copilot plus PC, on peut aussi les contacter. Notre engagement, c'est que tout ce qui fonctionne sur Windows 10 doit fonctionner aussi bien sur Windows 11. C'est parfait pour clôturer et en passer à la prochaine question. Il en reste 2. On est bien dans le timing, c'est bien. 11h48, on va pouvoir après échanger avec vous. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur différents sujets. C'est bien, Mm. c'est qu'on aborde un peu tous les sujets, je pense. Et les deux derniers sujets, donc c'est sur la planification de la migration. Et le dernier sujet, ça sera autour de l'environnement et de l'IA. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en parler parce que ça va devenir de plus en plus important. Alors, par où commencer pour planifier la migration C'est Laurent, surtout par exemple. évaluer son parc, hein. Oui, oui, là, c'est le logigramme, on va dire, pour un Ouais, client c'est ça. d'une taille de 500, une entreprise de 500 personnes. Ça doit prendre un an à peu près. Donc là, vous voyez, il reste 4 mois. C'est un peu court parce qu'il y a plusieurs étapes, hein. Il faut évaluer son parc.
voir quelles machines sont éligibles ou non. Donc ça, c'est vraiment au niveau technique, voir les compatibilités. Voir faire la mise à jour directement. Donc après, c'est le déploiement, comment il se passe. Si les machines ne sont pas compatibles, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi budgétiser l'achat de nouvelles machines ou prendre un ESU en dernier recours si on peut pas renouveler son parc. Donc il y a beaucoup de considérations qui sont à prendre en compte. La vérification aussi, s'assurer que toutes les applications des usagers soient bien sous Windows 11. Ça prend du temps et donc c'est pour ça que euh, faut commencer par au moins considérer la question de regarder son parc pour moi et essayer d'embrayer assez vite. On est là, hein, comme dit, on est là, Bechley, pour accompagner, pour vous accompagner les clients là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir dès maintenant. Là, il reste 4 mois, il y a les grandes vacances aussi. Il faut aussi prendre ça en compte, hein, c'est le moment idéal aussi pour pouvoir déployer les choses chez vous. Puis anticiper aussi, je rajoute juste ça, c'est que ça permet, en sachant quelles machines ne sont pas éligibles et lesquelles devront être remplacées, de se poser la question par quelles machines remplacer justement ces PC vieillissants qui sont pas éligibles. Et Oui, ça peut prendre du temps par rapport toutes les questions d'IA qu'on a vues en amont, PCI ready, Copilot plus PC, que choisir. Des fois, on a du mal à s'y retrouver. Donc, anticiper toutes ces questions et se rapprocher de Bechley aussi pour avoir des conseils avisés. la Ça vaut part le coup. des chargés de clientèle, oui. Bien sûr, comme tu le disais, Jean-Marc, en fonction de vos usages et des développements à venir dans votre entreprise que vous voulez, c'est vrai que vous n'aurez pas les mêmes PC. Donc, n'hésitez pas à venir en amont pour qu'on puisse vous montrer, vous proposer les meilleurs PC pour vos usages à vous particuliers. Ouais, c'est sûr qu'en plus, il faut revenir vers les différents des métiers pour savoir un petit peu ce qu'ils vont devoir Mm. utiliser. Donc, ouais, c'est exactement ce que tu Un dis, c'est que service c'est du marketing travaille personnalisé au pas final. pareil. Mm, Ah oui, exactement. non, je te confirme. Je te confirme que moi, je suis gourmand et j'ai besoin de PC costaud. Et bah attends, t'as fait des questions juste après, c'est super intéressant, c'est un peu de petits questionnaires préalables. Oui, on vous enverra ça sous forme de fichier. Si vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on vous accompagne, vous pouvez répondre à ce petit questionnaire. C'est une petite liste pour nous permettre d'aller un peu plus vite. C'est vrai que voilà, il reste 4 mois. Si on peut déjà avoir ces informations-là, ça nous permettra d'embrayer plus vite avec vous. Voilà. Je mettrai un Ouais, donc fichier. tu poses, ouais, tu regardes un peu le périmètre, le nombre d'utilisateurs, etc. pour sizer forcément, Hmm, les objectifs, tous enfin les les objectifs enjeux, sont c'est la différents, ouais, c'est première ça. question. Mm. Bah, c'est la première question du sondage. Après, bien sûr, les contraintes que vous avez, les délais prévus, parce que, ben, comme dit, il reste 4 mois. Comment on fait? Quelles sont les ressources mises en place ou pas? Qu'est-ce que vous avez en termes de sécurité, de contraintes à ce niveau-là? Donc, voilà. Donc, ça balaye rapidement un peu l'état de votre entreprise et ça nous permet en fait de vous trouver une solution la plus rapidement, enfin le plus rapidement possible en fait aussi. Ouais, je le trouve très bien ce questionnaire et ça vous permettra même vous, avec la slide qu'on a vue juste avant, hein, Mmh. de vous positionner et de pouvoir organiser avec votre direction si vous l'avez pas encore déjà fait la migration vers Windows 11. Je vois il y a encore beaucoup de questions. Oui, il y aura le replay, hein, bien sûr, je le redis encore une fois. Le replay, les slides, on vous enverra tout, les liens pour vous inscrire. Continuez à écrire vos questions là, c'est bien, on a un petit peu de temps, après on va pouvoir y répondre. On va aborder la dernière question, je pense Mmh. qui est très importante aussi, autour de l'IA et l'environnement et comment ça peut être compatible. Et là, j'aimerais bien que tout le monde puisse apporter sa contribution. Et on va peut-être commencer par Microsoft. Allez, c'est parti, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu En penses de fait, l'IA et de l'environnement? alors déjà, chez Microsoft, on a une charte de l'IA responsable. On s'engage à faire des développements et de soutenir une IA la plus verte possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de la consommation de l'IA. C'est-à-dire que en 2023, on était vraiment sur de l'orientation full cloud. Donc sur des data centers qui, comme je le disais, sont très énergivores, consomment aussi beaucoup d'eau. Aujourd'hui, avec les copilotes plus PC, on peut faire de l'IA en local et ça va se développer au fil du temps pour en faire de plus en plus et de manière de plus en plus qualitative pour justement moins solliciter ces data centers. Et aussi, on va développer un usage hybride
pour pouvoir avoir en même temps des réponses très qualitatives en profitant de la puissance des LLM, mais en les sollicitant de manière sporadique pour justement ne pas trop consommer d'électricité et d'eau. C'est intéressant d'avoir cette vue-là, forcément, et on peut parler peut-être côté d'elle aussi, je crois que c'est très important, ça a toujours été pris en compte. Complètement, et ça rejoint ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Déjà petit aparté concernant tout simplement l'éco-responsabilité, le fait de bien comprendre aussi que le data center et le poste client n'ont pas la même empreinte carbone et que ça se calcule absolument pas, enfin, ce ne sont pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que sur un poste client, 75% de l'empreinte carbone, c'est sa conception. Et sur le data center, 75% de son empreinte carbone, c'est la consommation électrique. Donc ça rejoint complètement ce que se disait Jean-Marc. L'intérêt pour ces machines-là, c'est déjà que Dell, dans la conception des produits, est, on va dire, très en avance sur la réutilisation de matériaux recyclés et l'utilisation de matériaux également recyclables à l'intérieur de ces machines. Ça, c'est la première chose, pour réduire cette empreinte carbone. Et derrière, pour réduire l'empreinte carbone du data center, le fait de l'avoir en local sur le PC évite justement ces allers-retours dans le cloud qui tapent sur des data centers pour réduire un maximum la consommation et l'avoir directement sur le NPU. Notez quand même que quand on parle d'une tâche d'IA, le NPU et le CPU qui traitent la même tâche, le NPU va consommer 10 fois moins que la partie CPU. Donc c'est essentiel effectivement d'avoir, comme on disait tout à l'heure, ces copilotes plus PC pour également avoir une meilleure autonomie, des meilleures performances, mais surtout réduire aussi sa consommation électrique d'une manière générale, avoir une autonomie de batterie qui sera la plus grande possible, et on a 42% d'énergie en moins sur ces charges de travail qui sont dédiées au NPU. Donc finalement, embrasser l'IA à l'intérieur du poste avec les nouvelles technologies sur les SoC qui ont été présentés par Intel notamment, c'est aussi contribuer à l'environnement et c'est aussi se préparer à la réduction de l'empreinte carbone d'une manière générale autour du poste client. Ça fait une belle transition sur plein de questions qu'on a là. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Notamment, il y en a plein qui disaient oui, mais la consommation, ça va dépendre de l'application que vous avez lancée. Comment vous pouvez vraiment savoir? Il y a des rapports qui existent sur ça, sur l'utilisation notamment de la consommation d'énergie par rapport aux applications qui sont plus ou moins gourmandes et en fonction de est-ce que c'est du CPU, du NPU, du GPU qui tourne. Ça existe. Donc c'est très concret pour le coup. C'est pas juste au doigt mouillé. Oh, ça consomme un peu moins, on verra. Non. Donc ça, pareil, on pourra vous les fournir au besoin. Je vais peut-être du coup, il en reste encore une, parfait, avant de switcher sur les questions. Là, c'est pour toi, Jérôme, si tu veux peut-être clôturer sur cette partie économie d'énergie et Ouais, bon, on en durabilité. parlait sur la partie, la partie la plus à droite, hein, l'optimisation matérielle. C'est sûr que c'est avec le NPU, ça on en a longuement parlé. Mais la manière d'optimiser l'IA, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la partie optimisation des modèles, des LLM directement, ou des data scientists ou les différents programmeurs. Il y a possibilité d'utiliser des langages, de faire de l'élagage, de faire de la distillation de modèles. C'est des choses un peu complexes, mais qui permettent vraiment d'avoir des modèles plus légers, plus rapides et donc moins consommateurs. Et on peut également optimiser côté logiciel. Et donc là, nous, on fournit des outils chez Intel, hein, c'est des outils open source comme OneAPI ou OpenVINO, qui sont des logiciels qui permettent d'optimiser du code pour pouvoir après l'appliquer directement sur une partie matérielle. Et cette optimisation permet également de réduire la consommation d'énergie. C'est clair que de toute façon, si le modèle il est beaucoup plus pertinent et de plus en plus pertinent, forcément il y a moins de requêtes, donc forcément il y a moins de consommation. Ça paraît plutôt C'est ça. logique comment tu l'expliques, quoi. Super, on va passer aux questions là. Je vois que ça défile, on est plutôt bien dessus. On vous enverra le lien de rendez-vous, hein, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire. On va prendre les questions, il y en a beaucoup. On va remonter en début. Alors, ouais, il y a Jean-Jacques Il y a qui nous une parle des sur évolutions significatives de l'interface homme-machine par rapport à Windows 10, ok. Le cas DevOps, on en a parlé. Comment vérifier la notion de 40 tops sur son PC? Comment on peut regarder si on a le nombre de tops sur son PC? Alors on a il y a différents modèles de processeurs qui embarquent ces plus de 40 TOPS. Donc on a parlé de Intel Lunar Lake, donc c'est des processeurs, enfin un TOC qui est sorti cette année. L'année dernière, les En seuls qui septembre. dépassaient les 40. Pardon?
Non, oui, Oui, en enfin, septembre dernier, l'année quelque chose dernière, comme oui, ça, oui, du c'est Lunar Lake. Oui, oui, c'est ça, oui. tout à fait. L'année dernière, au mois de mai, Qualcomm avait lancé également des copilotes plus PC, enfin des SoC qui avaient dépassé 40 tops et AMD en a sorti aussi cette année. Maintenant, sur Intel, c'est extrêmement simple. Si jamais vous avez acheté une machine Core U, un type U de cette année en Lunar Lake de la dernière génération, ceux-là ont plus de 40 tops. Voilà. Tous les autres en ont forcément moins. Maintenant, ça va s'accélérer dans le temps. Tu veux préciser Ok. plus de points, peut-être, Jérôme, là-dessus? Non, non, c'était parfaitement clair. J'allais dire aussi peut-être que Ouais. au niveau des fiches techniques, voilà, maintenant ça va être indiqué de plus en plus, et puis vous pouvez le voir par Tout à ailleurs fait. en utilisant juste le modèle de processeur. Vous pouvez le voir dans différents, enfin voilà, vous allez sur un bench et puis vous trouvez si le nombre de tops qu'ils font. Ouais, Mais avec c'est le vrai nom du que de plus en processeur comme plus style, on tu aura reprends. ça dans les fiches techniques, ça va être une des composantes de dire combien de tops fait le Clairement. PC. Bon, j'ai des questions qui reviennent souvent, c'est pour quel type d'usage la batterie tient-elle toute la journée? Bon, bah, ça dépend tellement, mais bon, généralement, elle tient la journée, hein, à moins que Ah vous oui, Ouais, oui, sur moi fassiez des j'avais usages rouler. j'ai bureaux tourné des classiques, ça vidéos, ouais. marche. Ouais, Oui, tout à clairement. fait. C'est ça, allumé tout le temps et avec des vidéos en fond, avec des bruits, etc. Vidéoconférence, usage bureautique traditionnel, la batterie dure vraiment une journée de travail sans recharge. Ouais. Oui, Nous, les Quelle que soit derniers la bench qu'on charge. a fait, c'était sur une utilisation standard Microsoft, donc en faisant tourner Outlook, Teams, etc. Et donc, il y avait de l'usage Internet. On était sur mmh, une durée de vie qui dépassait les 20 heures mmh, de la Ouais. batterie. En cas pratique, en la secouant un petit peu dans mes équipes techniques, Jérôme, pour On compléter, descend nous un peu, on a mais vu oui. dans le dur du 17 heures, hein, donc ça fait une belle journée de travail déjà. Pas mal. Ouais, moi je Euh, travaille pas aussi longtemps, hein. Est-ce que j'ai une autre question? Ça a directement en rapport avec la question 12 avec l'école, enfin, comment dire, l'éco-responsabilité. Est-ce que les PC non compatibles, est-ce que Dell il a un programme de reprise ou de recyclage? Absolument. On a la possibilité de reprendre n'importe quel matériel et pas que du Dell d'ailleurs. Vous pouvez contacter Bechley ou vos équipes de compte et on a la possibilité de racheter possiblement le matériel parce que le but c'est pas forcément de le recycler directement, de l'envoyer à la casse, mais possiblement de le réutiliser parce qu'il peut y avoir des usages précis de réutilisation, de réemploi. Donc on peut racheter ce matériel et encore une fois qu'il soit Dell, non Dell, peu importe, voire même que ce soit des fax, des Minitel, si jamais vous voulez faire un grand nettoyage de printemps, on prend tous les composants électroniques et on rachète ce qui est rachetable et puis pour le reste c'est recyclé. Vous avez une certification de data wiping qui est fournie et une certification de recyclage si besoin était également. Oui, ça s'appelle l'ARS. Super. Et On va en prendre encore une ou deux parce que là, je crois qu'il est midi 2. Pardon, tu voulais dire quelque chose, Laurent? non, j'allais dire, bah, vous pouvez contacter nos équipes, vos chargés de clientèle pourront vous accompagner là-dessus aussi, sur cette reprise de parc et voir comment on peut faire pour mieux vous orienter là-dessus. Alors, j'en ai d'autres. À partir de quelle génération les NPU ont été mis en place dans Intel Core? Ça, c'est pour toi, Jérôme. Alors, c'est à partir des Core Ultra, en fait. Tout ce qui est processeur Intel Core n'a pas de NPU embarqué. Tout ce qui est Intel Core Ultra a un NPU embarqué. Les premiers, c'était les Meteor Lake qui sont sortis en janvier 2023. Ok, très clair. Bah, c'est Encore une autre simple, petite hein, ouais, comme question. dit, hein. Petite question encore, Charlotte. Intéressante cette question et je pense que c'est bien qu'on clarifie un peu tout ça. Est-ce que l'utilisation de l'IA aurait réellement une utilité sur des PC qui sont utilisés uniquement en bureau virtuel à distance avec, avec, euh, avec des logiciels de virtu? Ah, forcément, si c'est de la virtu, c'est pas le PC qui va Qui va vraiment faire faire tourner tourner ta votre session VIA, en non. fait. C'est Non, des non, serveurs derrière. exactement. Ça dépendra de votre administrateur en fait, qui l'aura alloué dans les data centers de Microsoft par exemple ou de AWS ou autre. Donc ça va dépendre vraiment de ce qui a été alloué comme ressource pour le coup. Évidemment. Mais Et c'est nous, on aussi parle pour ça vraiment d'ailleurs de qu'on travail. maintient Ouais. en parallèle des gammes Core Ultra avec des NPU embarqués, on maintient en parallèle les Intel Core traditionnels sans NPU, parce que Mm, c'est un des cas d'usage, effectivement, les gens qui absolument. utilisent des bureaux virtuels ou qui ont des applications métiers qui sont en mode SaaS, donc uniquement dans le Mm, cloud, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un NPU. mm. Bon, il y a beaucoup de questions. On reviendra vers vous, hein, parce qu'on peut pas y répondre forcément à tous. On est dans le timing midi 4, on dépasse un petit peu. Je pense qu'il y en a qu'on faim.
Il y a un petit questionnaire de satisfaction à la fin, n'hésitez pas à le remplir, il y a 2 questions. Ça vous permet d'avoir des retours et de nous améliorer après sur les webinaires, de vous proposer toujours plus de formats interactifs. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. On vous enverra bien sûr le replay avec la présentation. Il y aura bien prochainement de nouveaux webinaires sur H2. Je pense qu'il y en aura au moins 5 ou 6 sur des différents sujets. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur bettersoftware.fr, sur Bechley-Comsoft.fr. Et puis merci à Jérôme, merci à Christelle, merci à Jean-Marc et Laurent de nous avoir donné du temps parce que c'est vrai qu'ils sont très très pris et c'était très qualitatif. Merci beaucoup Merci. et à Merci à bientôt. Bon appétit. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà.